bio qui a eu lieu sur la ligne de convocation. On est désolé, on s'en excuse. Donc, je vous présente notre présidente, Mme Joanne Pomerleau, au centre, qui va s'adresser à vous aujourd'hui. Elle sera suivie de M. Denis Bastarache, qui est le président du syndicat du personnel professionnel de l'éducation du cœur et du centre du Québec. Il sera suivi de M. Marc Dion, qui est à SEC. Et ensuite de Mme Hélène Laliberté, qui s'adressera à vous à la fois en tant que parent d'élèves en difficulté, mais aussi comme orthophoniste. Et ensuite Mme Louise Côté, qui est psychologue. Donc, je vous souhaite une conférence de presse. Il y aura du temps après pour la période de questions et les entrevues individuelles si vous désirez. Bonne journée. Bonjour, merci d'être ici. La Fédération des professionnels et professionnels de l'éducation, affiliée à la CSQ, représente les professionnels qui travaillent dans la quasi-totalité des commissions scolaires au Québec. Lorsqu'on parle des professionnels, on parle notamment des psychoéducateurs, des orthophonistes, des psychologues, des conseillers d'orientation, des conseillers pédagogiques. Je pourrais continuer comme ça longtemps. On a quand même 35 corps d'emploi. Mais disons que la majorité d'entre eux travaillent auprès des enseignants et ou des élèves en service direct. Depuis 5 ans, dans le milieu de l'éducation, on subit des compressions qui s'ajoutent les unes sur les autres. S'il y avait du gras à couper, c'est clair qu'il n'en reste plus. Malgré les beaux discours des gouvernements qui tentent de nous convaincre que ces compressions répétitives n'auront aucun effet sur les élèves, force est de constater que les commissions scolaires ont commencé à couper au niveau des services professionnels. Par contre, grâce à l'ajout de professionnels que nous avions négocié en 2010, ajout de professionnels pour des services directs aux élèves, disons qu'on a probablement évité le pire à ce niveau-là. Par contre, austérité oblige. Dès l'année passée, les commissions scolaires ont su qu'elles auraient encore à couper environ 200 millions pour 2015-2016. Le budget qu'on a vu le 26 mars dernier est encore pire que ce qu'on avait prévu. On parle de 350 millions de coupures. Mais qu'on parle de 200 ou de 350 millions de coupures, la question n'est pas vraiment là. Le problème, c'est que les commissions scolaires ne sont plus capables d'absorber toutes ces compressions-là. En 6 ans, on va être rendu à plus d'1 milliard d'argent de moins dans le réseau de l'éducation. C'est pas rien et on ne peut plus dire que ceci se fait sans qu'il y ait de conséquences sur les élèves. Le ministre Blais, depuis qu'il est arrivé, semble davantage être là pour défendre les politiques d'austérité que de défendre l'importance de l'éducation au Québec. On aimerait d'ailleurs beaucoup le rencontrer. On lui a demandé une rencontre dès son élection, dès sa nomination, mais on n'a toujours pas eu de réponse. On espère avoir une réponse positive parce qu'on aimerait lui parler des professionnels de l'éducation qui font trop souvent les frais des compressions budgétaires dans le milieu. D'ailleurs, depuis plusieurs années, on dit souvent que les professionnels sont la marge de manœuvre des commissions scolaires. Depuis le mois de mars, plusieurs commissions scolaires ont déjà commencé à nous prévenir que les services directs seraient touchés en 2015-2016. Ils n'ont plus de place pour couper et cette fois, la tendance semble lourde. Le gouvernement doit prendre les moyens pour éviter ça. Il faut arrêter la saignée dans les services professionnels avant qu'il soit trop tard et que les conséquences soient irréparables pour les élèves. Les élèves handicapés ou en difficulté ont le droit d'avoir des services pour répondre à leurs besoins. C'est la loi. Même la Cour suprême l'a réitéré en 2012. On ne peut pas faire d'économie sur la tête des élèves et encore moins sur la tête des élèves en difficulté. Je vais laisser mon collègue vous parler de la réalité du Centre et du cœur du Québec. Alors bonjour, mon nom est Denis Bastarache et je suis le président du personnel professionnel de l'éducation du cœur et du centre du Québec. Donc, je représente 630 professionnels répartis dans les commissions scolaires du Chemin du Roi, de l'Énergie, de la Riveraine, des Bois-Francs et des Chênes à Drummondville. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer les coupures de services professionnels dans les écoles de nos 2 régions. La population doit savoir que nos élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la FGA seront touchés par les compressions et les mesures d'austérité du gouvernement actuel. Il est faux de prétendre que les coupures en éducation n'affecteront pas les élèves. Y a-t-il quelqu'un qui
qui peut prévenir le ministre de l'Éducation, qui semble ne pas savoir ou qui fait comme s'il ne le savait pas, que les coupures en éducation vont affecter directement les élèves. La population doit savoir que le gouvernement, au nom de son idéal de diminuer les services publics offerts à la population, privera un grand nombre de jeunes de nos écoles, à nous, en Mauricie, au centre du Québec, de services professionnels auxquels ils ont droit. Et pourtant, collectivement, nous avons choisi de leur offrir en milieu scolaire et gratuitement des services professionnels afin que chacun et chacune ait la chance, la possibilité de réussir sa vie et de prendre sa place dans notre société. De quels services professionnels nos jeunes seront-ils privés? Dans les 5 commissions scolaires de la Mauricie et du centre du Québec, il y aura 5 postes d'animateurs à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire qui seront coupés pour l'année 2015-2016. Coupures qui s'ajoutent aux coupures de postes que nous avons déjà subies depuis 3 ans. Ça fait quoi au juste, un animateur à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire? Ça fait quoi pour un jeune? Eh bien, je vais inviter Marc Dion, qui est animateur à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire à la commission scolaire de la Riveraine, à vous en parler. Alors, bonjour. Moi, je travaille à l'école secondaire Jean-Nicolet. Je travaille avec des ados. Moi, je suis un spécialiste des 12-17 ans. Alors, je vais vous donner 3 illustrations, parce que ce sera un petit peu long d'expliquer les principes, les orientations du service, mais 3 illustrations de qu'est-ce que je peux faire avec des élèves, aussi peut-être aussi avec des parents. Alors, en début d'année, pour faire le passage primaire-secondaire, notre école, on organise des camps pour accueillir les nouveaux qui sont coachés par des secondaires 4-5, donc du leadership des plus vieux envers les plus jeunes. On prend une journée un petit peu pour rassurer les jeunes qui arrivent dans les écoles. Ça a l'air de rien, mais moi, dans mon école, c'est déjà 210 jeunes que je connais personnellement, avec 80 jeunes de secondaire 4-5 qui se réfèrent à moi pour coacher, animer, intégrer des nouveaux arrivants. Je vous donne une autre sorte d'exemple. Les adolescents aiment la scène. Alors moi, depuis 22 ans, j'organise un spectacle, j'en organise plusieurs, mais je vous en parle d'un, d'Enfants au soleil, parce que c'est une cause qui touche les enfants du Québec. Alors, je mets sur scène de la musique, du théâtre, de la décor, de la technique, puis de la danse. Donc, je réunis des départements de jeunes dans mon école. Puis avec ça, on essaie de, premièrement, habiter la scène, puis de trouver un sens à une histoire que les jeunes racontent, qui vient d'une histoire d'un enfant de notre coin, pour Enfants Soleil. Je termine. Depuis quelques années, on a développé des camps de solidarité internationale dans plusieurs écoles de la région. Chez moi, on alterne entre Haïti et Nicaragua. Donc, on offre un plus pour des leaders, pour développer, apprendre une autre langue, développer, entrer dans une autre culture, développer leur vie de groupe, du leadership, parce qu'ils vont jaser à des élèves du primaire, du secondaire. Dans ces 3 exemples, il y a un adulte, qui s'appelle l'animateur de vie spirituelle et l'engagement communautaire, qui se fait chemin avec des jeunes pour l'écoute de leurs difficultés. Je pense à des petits qui arrivent en secondaire 1. 2, qui aident à réaliser des projets avec des adolescents, le spectacle d'Enfants Soleil, et qui les ouvre au monde, et les ouvre à un autre univers. Pas d'accès dans une vie, dans une école secondaire, c'est moins de vie. Et moins de vie, ben, c'est des jeunes qui perdent un petit peu de l'espace pour trouver leur identité et leur engagement citoyen. Merci de votre écoute. Alors, merci, Marc. Je voudrais maintenant, je vais enchaîner rapidement parce qu'il y a beaucoup d'autres services professionnels qui sont dispensés dans nos écoles. Je voudrais vous parler, entre autres, de l'orthopédagogie. Sans le support et la rééducation offerte par l'orthopédagogue professionnel, un nombre important d'élèves ne pourraient aspirer non seulement à un diplôme d'études secondaires, mais même à réussir leur cours primaire. Pour vous parler de l'impact d'un orthopédagogue dans la vie d'un élève, nous avons invité un parent dont l'enfant a bénéficié des services de plusieurs professionnels, mais entre autres de l'orthopédagogie. Et je vais lui laisser la parole, c'est Mme Hélène de la Liberté. Bonjour, je vais premièrement vous parler comme parent, mais par la suite, ça va me faire plaisir de vous parler comme orthophoniste, c'est un hasard. Comme parent, on espère que notre enfant sera bien à l'école, évidemment, qu'il sera en mesure d'apprendre, d'en être fier, de se réaliser aussi d'être bien avec les autres. C'est pourquoi on s'inquiète quand, dès la première année du primaire, la dernière chose qui intéresse son garçon, c'est d'apprendre des syllabes. Que pour retenir son attention, je décide d'écrire ces syllabes sur des cartons, les place dans les marches de l'escalier et qu'ils doivent courir pour aller les chercher et soient finalement intéressés à les nommer. Sans ça, assis à une table pour apprendre, ben on repassera.
Pourtant, comme bien des jeunes, il est curieux, il est capable de faire bien d'autres choses. Il est même plus habile et autonome dans la vie quotidienne que son frère aîné qui, lui, a appris à lire tout seul. En classe, il ne dérange pas. Par contre, il est complètement déconnecté sur ce qui se passe, tout va trop vite. Il ne retient pas les informations. La période de devoirs et leçons devient un défi de tous les jours. Il est à chaque fois de plus en plus déçu de lui-même et nous sommes désemparés comme parents. Les années passent, il fait de son mieux. L'orthopédagogue du primaire l'aide beaucoup, mais l'écart se creuse. Son estime de lui-même en prend tout un coup, il s'isole des autres dans la cour d'école. L'anxiété prend le dessus, à un tel point que même s'il n'est pas dans sa nature de nous mentir ou de tromper les gens, il choisit un matin de préparer un judicieux mélange de gruau moelleux dans un grand bol pour nous faire croire qu'il avait vomi et ne pouvait donc pas être assez en forme pour aller à l'école. En quatrième année, on en parle encore, en quatrième année, une psychologue scolaire est mise à contribution. Elle évalue ses capacités d'attention, entre autres. Les tests ne sont pas si concluants. Il n'était pas si facile à dépister finalement, mais elle fait confiance à son jugement professionnel et à son expérience et investigue en profondeur. Elle constate l'impact majeur que ceci a sur sa vie. Après une visite médicale, la mise en place d'adaptations psychoéducatives à l'école et la prise d'une médication, ça change sa vie. Il présente un TDA et des difficultés exécutives. Avec son support, le support de la psychologue, on axe maintenant encore plus son quotidien sur ses intérêts et sur ses habiletés. Au secondaire, il n'arrive pas à rattraper son retard, l'anxiété l'emporte finalement. Dans le cadre d'un plan d'intervention en troisième secondaire, un autre professionnel est mis à contribution, un conseiller en orientation. Il lui propose une formation professionnelle où il pourra utiliser les habiletés qui lui sont propres et pourra avoir la possibilité de finir ses études. À 21 ans maintenant, il n'hésite plus à parler de son déficit et de son expérience. Il aide à plusieurs reprises d'autres jeunes à reconnaître qu'ils ont des difficultés similaires et leur donne confiance d'aller vers des ressources. Il est invité à présenter le TDA à des étudiants en formation professionnelle d'une autre école et le fait fièrement. Il a tellement repris confiance en ses capacités qu'il décide de poursuivre ses études au collégial. Une autre orthopédagogue et une autre professionnelle, une conseillère pédagogique, soutiennent son passage au collégial qui était un autre monde au plan de l'adaptation scolaire il n'y a pas si longtemps. Au collégial, une autre professionnelle a pris le relais et l'a bien accompagné pour terminer sa technique en comptabilité et gestion. Pendant son cheminement scolaire, les actions posées par ces professionnels ont été déterminantes pour qu'il puisse mieux comprendre ce qui lui arrivait, pour lui apporter l'aide dont il avait besoin, pour être le porte-parole de ses propres besoins auprès d'autres intervenants, pour qu'il puisse retrouver confiance et le goût de poursuivre ses études et à se réaliser à son plein potentiel. Merci, Hélène. Alors, l'histoire que vous venez d'entendre, c'est celle de Nicolas, le fils d'Hélène. Il y a combien de petits Nicolas qu'on échappe comme ça parce qu'on manque de professionnels dans nos écoles? Malgré ce que vous venez d'entendre, nous craignons la menace de voir des coupures d'orthopédagogues, que cette menace soit mise en application pour 2015-2016. Il pourrait y avoir jusqu'à 20 postes d'orthopédagogues de couper dans nos 5 commissions scolaires, ce qui est énorme et inacceptable en même temps. L'orthophonie, est-ce que vous savez ce que c'est? Connaissez-vous l'impact de l'orthophonie dans la vie d'un jeune? J'invite à nouveau Hélène, car cette maman est aussi orthophoniste, à vous illustrer comment il intervient pour aider les jeunes de son école à partir d'un cas en particulier qui illustre bien ce que ça fait un orthophoniste et surtout, je veux que vous reteniez l'impact sur la vie de ces jeunes-là dont il est question. Au quotidien, je travaille avec des élèves qui présentent un trouble sévère du langage et de la communication. On n'a pas la possibilité de travailler avec des élèves qui ont de moins grands besoins alors que ce sont quand même de très, très grands besoins. On travaille qu'avec la moitié des jeunes qui sont en trouble sévère du langage en ce moment à la CSBF. Je travaille surtout avec des élèves autistes d'âge préscolaire, primaire et secondaire en école spécialisée. Ces élèves en trouble du spectre de l'autisme ressentent et comprennent le monde bien différemment de nous. À chaque jour, seulement le fait de venir à l'école représente un énorme défi pour eux, autant pour le petit qui ne parle pas que pour les grands qui ne comprennent pas comment communiquer avec les autres. Chacun à leur façon, ils ne disposent pas des outils qui leur permettraient d'apprendre et de socialiser. Ils peuvent s'isoler et devenir de plus en plus vulnérables. Certains matins, Philippe n'arrive pas à s'adapter et n'a pas d'autre moyen de communiquer que par ses cris, les coups portés à lui-même et aux autres. Avec l'équipe enseignante et TES, j'interprète ce qui se passe. Nous lui donnons un moyen de comprendre et d'exprimer ce dont il a besoin, parfois par des mots, par un langage visuel ou par un outil
qui lui tient lieu de parole. Parce que nous sommes disponibles auprès de lui ce matin-là, Philippe s'apaise, il comprend et se met au travail. Sinon, le service d'orthophonie et les intervenants scolaires sont conscients de la différence que nous faisons quotidiennement dans la vie de ces jeunes. Nous pratiquons le plus beau métier du monde. Cependant, en ce moment, nous sommes très préoccupés par l'augmentation fulgurante du nombre d'élèves autistes qui intègrent nos écoles avec des besoins similaires, sinon encore plus complexes. Notre commission scolaire ne fait pas exception puisque plus d'un élève sur 100 maintenant présente ce trouble. Depuis plusieurs années au quotidien, je dois choisir entre aider un seul élève qui a des besoins importants et d'autres élèves qui ont des besoins aussi de comprendre et de s'exprimer. Et on peut se poser la question, si Philippe était votre fils, votre petit-fils ou votre neveu, comment je pourrais arriver à décider auprès de quel élève j'ai le temps d'intervenir? La question de temps pour nous est importante. Il y a tellement d'élèves à aider. Et pourtant, nous n'avons que 26 orthophonistes, comme Mme La Liberté, répartis dans nos 5 commissions scolaires. Ça veut dire une clientèle de près de 60 000 élèves à évaluer ou à desservir, selon les cas qui sont détectés. Il est évident que ce nombre, qu'avec un si petit nombre, nous laissons tomber un grand nombre d'élèves qui en auraient besoin des services d'orthophonie. Depuis 3 ans maintenant, il y a des postes de psychologues qui n'ont jamais été comblés ou remplacés, faute de trouver des candidats à cause des conditions de travail difficiles dans le milieu de l'éducation. Par exemple, devoir couvrir 10 écoles primaires et être disponible pour un bassin de plus de 1500 élèves. Devoir changer de lieu de travail tous les jours, parfois même 2 fois par jour. Quelle est la conséquence pour les élèves du manque de psychologues dans nos écoles? Ça fait quoi un psychologue pour un élève? J'invite Louise Côté, qui est psychologue à la commission scolaire des Bois-Francs, à vous en parler. Bonjour, je suis Louise Côté, psychologue à la commission scolaire des Bois-Francs. Je travaille au secondaire. Je travaille dans une école de 1735 élèves. Je travaille avec 100 enseignants, 11 professionnels, 8 TES, puis 5 directions. Je vais vous raconter l'histoire de Samuel. Le nom a été changé pour question de confidentialité. Un matin, j'arrive à mon bureau, Samuel est à ma porte. Il me dit je veux te rencontrer. Parce que si je ne peux pas te rencontrer, c'est urgent. J'ai prévu que ce soir, je me pendrai. Je rencontre Samuel sur le champ. Il pleure, il m'exprime ce qu'il vit. Je le soutiens. Je l'écoute. J'appelle ses parents. Ses parents, au bout du téléphone, pleurent, sont inquiets. On convient avec les parents d'un plan d'aide. Ils viennent à l'école. J'oriente Samuel et ses parents vers l'hôpital. À l'hôpital, il est rencontré par des services spécialisés. Il est hospitalisé. De retour à l'école, Samuel est déterminé, est fragile, mais déterminé à vivre. Il sait que s'il ne va pas bien, je serai là pour faire le lien entre les personnes qui l'aident et sa détresse. J'étais là à ce moment-là. Je suis encore là aujourd'hui. Mais pour combien de temps? Ma question, c'est, Monsieur le ministre de l'Éducation, a-t-on les moyens de couper le mince fil qui relie Samuel à ça? Merci. Merci, Louise. Des coupures en éducation, c'est inacceptable, c'est irresponsable, comme c'est écrit sur la fiche ici. Avons-nous voté pour un gouvernement qui coupe dans les services aux élèves? Un gouvernement qui privilégie une idéologie, son idéologie, en sacrifiant toute une portion de la génération des jeunes actuels qui formeront la société de demain. Notre gouvernement doit se réviser et investir en éducation, surtout, d'après nous, dans les services professionnels. La société de demain en dépend, mais au-delà de cela, concrètement, c'est la vie de jeunes qui sont sacrifiés aujourd'hui. Et parmi ces jeunes, je vais répéter ce que dit Hélène tout à l'heure, il y a peut-être votre fils, votre fille, votre petit-fils, votre petite-fille. Couper en éducation, c'est totalement irresponsable. Vous savez que nous sommes en négociation. Devant le manque de ressources professionnelles, on a déposé une demande visant d'abord à maintenir le nombre de ressources professionnelles dans les écoles, mais aussi à ajouter 600 nouvelles ressources
à la grandeur du Québec. On pense que 600 nouvelles ressources, ce n'est pas énorme, c'est le minimum requis pour arriver à donner des services aux élèves. Et pendant que nous, on demande des ajouts de services, le gouvernement, par ses décisions et par ses compressions, est en train d'aller dans le sens contraire, c'est-à-dire d'aller vers des réductions de services. Mais on veut aussi s'attaquer à un autre problème, celui de l'attraction et la rétention du personnel en place. Vous l'avez entendu, il y a des problèmes à attirer et à retenir certains corps d'emploi. C'est malheureusement pas étonnant. Quand on regarde le nombre d'écoles que les personnes ont à couvrir, les bureaux souvent douteux, le manque de reconnaissance, la surcharge de travail et la rémunération, on ne doit pas s'étonner que certains professionnels souhaitent travailler ailleurs. On veut maintenir et ajouter des ressources pour les élèves qui en ont besoin, mais on veut aussi améliorer les conditions de travail de nos membres pour arriver à pourvoir ces postes. Il faut que le milieu de l'éducation redevienne un milieu agréable et attirant pour les professionnels. Le gouvernement doit remettre la priorité sur l'éducation et nous donner les moyens d'aider les jeunes à réussir. Les conséquences de ne pas le faire sont beaucoup trop importantes pour nos enfants. Merci. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez. Oui, d'abord, quels sont les grands besoins là, en Mauricie, centre du Québec? Parce qu'on, oui, dans le mieux, on souhaite maintenir nos postes, mais si on réussit à atteindre ça, quels sont les besoins à combler là, immédiatement, les besoins les plus urgents? Alors, on a besoin, évidemment, d'orthopédagogues professionnels. Les AVSEC, là, ce sont ceux qui aident le jeune à découvrir un sens à leur vie. Pourquoi je vis? Le jeune dont parlait Louis tout à l'heure, qui voulait se suicider, il n'y avait aucune raison d'être là. Le travail de l'AVSEC, c'est entre autres d'aider le jeune à découvrir un sens à sa vie et à découvrir comment il pourrait s'impliquer dans notre société. On a des grands besoins de ce côté-là et on coupe là-dedans actuellement. Alors, nos besoins, AVSEC, psychologues, parce que les psychologues, il y a eu une prime pour les psychologues en santé. Ça les a attirés. Il y en a qui ont quitté le service auprès des jeunes dans les écoles pour aller dans le domaine de la santé, mieux payé, un seul bureau, pas de déplacement à faire. Alors, c'est ça, c'est sur ces conditions de travail-là qu'il faut travailler et sur de rétablir qu'il y a aussi des primes pour les psychologues. Ça lui prend un doctorat maintenant pour travailler dans une école primaire ou une école secondaire. Alors, il faut, comme le disait la présidente, Joanne, il faut créer des conditions qui vont attirer les professionnels dans les écoles, dans les commissions scolaires. Alors, pour répondre à votre question, AVSEC, psychologue, orthopédagogue, orthophoniste, on n'en a que 26 pour tout le territoire, c'est totalement insuffisant. Il y a d'autres besoins, là, mais si je voulais me limiter, là, ça serait les besoins les plus criants actuellement. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres besoins ailleurs, mais c'est les plus flagrants qu'on a actuellement. Je parlais de besoins, mais quand vous avez dit le gouvernement couple, est-ce que concrètement, cette année, il y a des coupures de postes dans la région? Si oui, combien? Dans quel domaine? Il y a des coupures de postes qui sont déjà annoncées officiellement. À la Commission scolaire de l'énergie, on parle de 8 postes de professionnels. Dans les autres commissions scolaires, ils attendent les crédits budgétaires qui devraient arriver autour du 11 mai. Mais on nous dit déjà, il va y avoir des coupures chez vous, dans les professionnels, attendez-vous à ça. De quel ordre? Je ne peux pas vous le dire d'ordre exact, mais je sais que pour les orthopédagogues, il pourrait y en avoir 20 qui soient coupés parce qu'ils n'ont pas de permanence. Ce ne sont pas des réguliers temps plein. Il y a aussi voyons. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, le nom ne me revient pas. André est où? André, tu m'as parlé ce matin de chez vous? Ah, les conseillers pédagogiques. Conseillers pédagogiques qui viennent en aide aux enseignants, entre autres. Les autres aussi, on menace de les couper carrément. Ça fait combien de personnes, ça? Potentiellement, c'est une dizaine de personnes. Ça, c'est toute commission scolaire confondue dans la région? Oui. D'ailleurs, vous parlez de 600, au Québec, 600 ressources. 630 professionnels. Donc, on aurait besoin qu'il faudrait embaucher. Ah non, au niveau du Québec. En fait,
notre demande en négociation, c'est l'ajout, d'abord le maintien, parce qu'on voit que la situation est dangereuse, mais c'est un ajout de 600 postes. Ça ne veut pas dire que ces 600 postes-là vont permettre de répondre à l'ensemble des besoins. Est-ce que ce serait possible de régionaliser ça, 600 pour le Québec, mais Maurice 600 du Québec, on parle de combien? Ben, en tout cas, à la riveraine, c'était 3,8 postes. Lors de leur dernière demande, notre dernière négo, on a obtenu 400 postes. Mais nous, c'était 3,8. Ils ont été comblés. D'ailleurs. Alors, là, c'est juste pour ma commission scolaire. On pourrait vous trouver les chiffres. Et juste pour terminer sur les couples, là, fait que si je calcule bien, ça veut dire que c'est à peu près 40 postes qui pourraient, dans la région, d'entrée comme ça, être enlevés, Quarantaine de postes de professionnels, c'est un chiffre qui est réaliste, mais je veux préciser qu'on n'a pas la confirmation en ce moment ici. Là. Et peut-être que les commissions scolaires vont entendre de beaux messages que vous allez nous livrer aujourd'hui, que vous allez nous livrer, et ils vont dire, ben là, ça n'a pas de bon sens, on ne les coupera pas. Alors, on compte sur il y vous a autres. juste à de l'énergie qui sont presque officiellement confirmés. Il y en a au moins 8. C'est 8 officiel. officiellement confirmés, 40 possibles total. Oui. Si vous avez ça, je sais pas. C'est parce que je ne veux pas non plus lancer la pierre aux commissions scolaires parce qu'ils sont pognés avec les compressions qu'exige de leur part le gouvernement. Ah bon, j'ai retrouvé ma feuille, excusez-moi. C'est des postes qui sont fragilisés, on ne sait pas ce qui va en devenir. Il y a aussi 4, ça c'est pour une seule commission scolaire, il y aurait 4 psychoèdes qui pourraient ne pas être renouvelés. Psycho-éducateurs, oui, merci. Dans notre langage, on dit nous des psychoèdes. Il y aurait aussi 3 psychologues. Dans une seule commission scolaire, il y a 3 postes de psychologues qui sont fragilisés parce qu'ils ne sont pas permanents, ils ne sont pas à temps plein. Les autres. Quelle commission scolaire, Ah non, j'aime mieux pas le dire. J'aime mieux pas le dire parce que je veux pas jeter la pierre aux commissions Mais scolaires. ça pourrait dépasser 40, là. Ça pourrait dépasser 40 avec ce que je suis en train d'ajouter là. On peut être rendu à 40, 45, 46 facilement. Puis comme je vous dis, encore une fois, mon message soit clair, là, je ne veux pas jeter la pierre aux commissions scolaires qui sont pognées avec des coupures du gouvernement. On se sent, je vais dire comme ça, un peu dans les deux cas, on se sent victime. C'est sûr que les gens qui administrent les commissions scolaires, là, ils ont à cœur l'éducation des élèves, ils ont à cœur ce que ça marche, mais il faut leur donner les moyens pour que ça puisse fonctionner. Et je pense qu'on les a rencontrés la semaine dernière à l'Énergie, entre autres, au Bois-Franc cette semaine. Drummondville, ça va se faire bientôt, et bientôt à la Riveraine aussi. Chemin du Roi, ça a été fait. On a rencontré les commissaires pour leur présenter la situation. Puis je pense qu'ils ont compris. Et puis, ils comprenaient déjà, mais on leur a dit à quel point on était solidaires dans cette démarche-là d'aller faire comprendre au gouvernement que ça ne peut plus durer. J'ai l'impression, puis je peux me tromper, c'est comme si le ministre de l'Éducation n'avait pas les bonnes informations. Il s'imagine, ou quelqu'un lui dit, qu'il reste bien de l'argent dans les commissions scolaires. Effectivement, les commissions scolaires ont des surplus, mais il y a des directives qui leur empêchent de puiser dans ces surplus-là. Ils ne peuvent pas les prendre. Alors, si lui, il regarde les surplus qui existent dans les commissions scolaires, puis les commissions scolaires ont de l'argent en masse, ils vont couper là, ils ne feront pas dans les services. Et c'est pour ça qu'il se passe dans la réalité. Ils viennent couper dans les services directement aux élèves. Ils sont rendus là, ils ont coupé ça. Ils nous ont prévenus au cours des dernières années que c'était pour s'en venir à ça un jour ou l'autre. Mais là, c'est frappant cette année. Puis nous, on est les professionnels, mais c'est la même chose pour le personnel de soutien. Même chose pour les enseignants qui sont privés également. Ces collègues-là devront travailler avec moins de possibilités puis faire un rendement supérieur. Plus d'élèves par classe. Exactement. La situation de l'ensemble du réseau est préoccupante. Nous, c'est sûr qu'on vous parle des professionnels, mais la situation de l'ensemble du réseau est préoccupante. Et dans le fond, le message qu'on adresse aujourd'hui, c'est beaucoup en lien avec le gouvernement et c'est dans le but d'alerter le ministre de l'Éducation et de lui faire réaliser que les conséquences qui s'en viennent en 2015-2016 vont être irréparables s'il ne prend pas rapidement position pour éviter les compressions qui vont toucher les élèves en 2015-2016 de façon très claire dans l'ensemble du Québec. Fait que c'est vraiment là. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On va être rendu à plus d'1 milliard de compressions dans le réseau. À un moment donné, on ne peut pas faire des miracles, là.
Et puis, on voit selon les milieux, les commissions scolaires, effectivement, prennent des décisions différentes d'un endroit à l'autre, mais on est rendu disons au mur. Pour nous, là, on est rendu en 2015-2016, on est rendu à un point de non-retour, et s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, les conséquences vont être irréparables pour un groupe d'enfants qui vont se retrouver malheureusement dans cette période-là où il n'y a plus de services et où les élèves en difficulté vont se retrouver à devoir, les parents vont se retrouver à devoir aller en privé, ceux qui en ont les moyens, bien entendu. Et pour les autres, bien, les jeunes vont se retrouver en difficulté et éventuellement en échec. Fait qu'on se retrouve avec une école à 2 vitesses, des services professionnels à 2 vitesses. Et donc, ça nous inquiète beaucoup et c'était le but de notre conférence de presse. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent faire des entrevues individuelles? Oui, mais c'est pas après l'autre. Mais là, je pense qu'on est dit tout à l'heure. Si on prend les chiffres la dernière fois, on était à 400, fait que ça risque d'être genre 420. Et la Mauricie, on va voir combien on a pour l'ensemble de l'école. Et voilà, c'est ça.